Bienvenue dans la semaine de l'économie sur France 24. Une citation pour commencer. Globalement, la situation ne s'est pas vraiment améliorée. Propos signé Dominique de Villepin, celui qui était Premier ministre en 2005. Cette année-là, les banlieues françaises se sont embrasées après la mort de Zied et Bouna, deux adolescents qui cherchaient à échapper à un contrôle de police. Aujourd'hui, 20 ans plus tard, on parle des banlieues comme de quartiers prioritaires de la politique de la ville, les fameux QPV, où le chômage peut culminer à 20% de la population et où le taux de pauvreté est parfois de 40 voire 60%. Pourtant, certains voient dans ces territoires une réserve de croissance, des opportunités économiques. C'est ce sujet qui était au cœur du deuxième forum économique des banlieues cette semaine et parmi les participants, certains des invités de la semaine de l'économie. Bonjour Lubna Xibi. Bonjour. Vous êtes la cofondatrice de Meet My Mama, traiteur engagé, et vous allez nous expliquer dans un instant ce que c'est qu'un traiteur engagé. Salwa Maslaga, bonjour. Bonjour. Vous êtes la présidente du directoire du groupe Emova. Alors Emova, peut-être que le nom ne dit rien à personne, en revanche, peut-être qu'on vous connaît mieux la marque Monceau Fleurs que vous dirigez. C'est le numéro 1 des fleuristes en France. Bonjour Marie-Adeline Pex, Bonjour. Directrice exécutive en charge des partenariats régionaux, de la création et de l'action territoriale de BPI France, BPI qui accompagne pas mal de projets économiques et d'entrepreneurs. Et bonjour à Christian Lema. Bonjour. Vous êtes le directeur RSE de Noud. C'est un opérateur, un promoteur immobilier. Là encore, je vous demanderai d'expliciter un petit peu ce que vous faites exactement. Alors ce fameux forum économique des banlieues, il est présenté comme le Davos des banlieues. Marie-Adeline Pex, en quoi est-ce que l'économie des banlieues est particulière, spécifique, originale par rapport au reste de l'économie ? Je ne sais pas si je peux vraiment répondre à cette question. Nous, on dit chez BPI, et je pense qu'on partage pas mal cette vision autour de cette table, que les entrepreneurs dans les quartiers ou dans les banlieues, ce sont des entrepreneurs comme les autres. Ils ont une diversité de secteurs d'intervention, d'ambition, de projets. Il faut qu'ils puissent être accompagnés et bénéficier des mêmes soutiens que ce qui existe partout sur le territoire. Il y a sans doute, et c'est certain, des spécificités territoriales dans les quartiers. Mais là encore, d'un quartier à l'autre, il n'y a pas d'homogénéité. Il y a plus de 1300 quartiers politiques de la ville en France. Selon que vous êtes à Grigny ou que vous êtes à Ménimur, à Vannes, vous habitez dans deux quartiers. Vous n'avez pas la même vie, vous n'avez pas le même écosystème, vous n'avez pas les mêmes réalités territoriales. Donc il y a quand même un grand tout derrière le thème de quartier ou de banlieue qui comporte des spécificités et des différences assez fortes. Pour autant, il y a un certain nombre de sujets sur lesquels on va revenir, de réalités, de freins, de difficultés qu'on retrouve dans ces endroits et sur lesquels nous, on s'engage très fortement pour pouvoir remédier à ce qui contraindrait des gens à une assignation territoriale ou économique. Alors, Lubna Xibi, vous venez de banlieue, vous opérez en banlieue. Est-ce que les difficultés dont parle Marie-Adeline Pex, vous les ressentez dans votre quotidien entrepreneurial ? Alors, je viens pas forcément de banlieue, mais en effet, j'opère en banlieue et je permets à des femmes qui majoritairement habitent en banlieue de pouvoir devenir des femmes chefs, entrepreneurs, indépendantes, de pouvoir changer leur carrière, leur vie finalement. Et quand on a commencé Meet My Mama, on a d'abord pris le temps de comprendre quels étaient leurs freins. Pourquoi ces femmes ne parvenaient pas à se lancer dans l'entrepreneuriat, pourquoi elles ne... quels étaient leurs freins au-delà des freins professionnels, les freins périphériques, les freins sociaux. Et on s'est rendu compte que si on ne levait pas ces freins, elle n'allait pas réussir. Et donc pour ça, on a vraiment créé tout un écosystème avec une association qui va vraiment faire de l'accompagnement social sur toutes les problématiques. Ça peut être problématique de logement, de mobilité, de garde d'enfants. Au début, on s'est beaucoup posé la question. On s'est dit, est-ce que c'est notre rôle finalement de faire ça ? Mais en fait, si on ne fait pas ça, on ne permet pas à tous d'avoir les mêmes chances. Et donc, on s'est dit, on va lever ces freins-là. On va également lever les freins à la formation. Et donc, on a créé une école qui s'appelle
la Mama Academy, qui a une formation très ambitieuse. On ne voulait pas les former à être commis, on voulait les former à être chefs, pour vraiment changer même de classe sociale, leur permettre d'avoir du pouvoir ensuite, leur permettre ensuite à elles d'embaucher. Et aujourd'hui, on est hyper fiers puisque nos mamas, elles sont traiteurs, mais elles sont aussi chefs d'entreprise, donc elles créent de l'emploi, et notamment dans leur quartier. Et c'est ça qui est génial. Et ça, c'est permis aussi par du coup notre activité économique, qui a un traiteur qui propose donc des cocktails, banquets, dîners. Et non seulement tout est cuisiné avec beaucoup d'amour et avec beaucoup de professionnalisme par ces femmes, mais ça permet aussi très concrètement aux mamas de pouvoir avoir une bonne rémunération, une rémunération juste. Pour nous, c'est important. Et ça permet aussi aux entreprises de pouvoir faire une action sociale et avoir de l'impact de manière très concrète finalement. Ça doit parler au directeur RSE. L'impact social des entreprises. Tout à fait, ça me parle. Tout d'abord, important de vous rappeler ce qu'est Nood, ou quelle entreprise est Nood. C'est une très belle entreprise qui gagnerait à être bien plus connue qu'elle ne l'est. Et donc, nous sommes opérateurs urbains global. Et donc, nous transformons les quartiers. Nous gérons, opérons également les quartiers et différents objets immobiliers tels que les centres commerciaux. Et donc, Nood, c'est 1300 collaborateurs répartis dans 12 pays. On gère à peu près 15 milliards d'euros de valeur d'actifs et on est implanté en Europe, en Afrique. Et donc, une très belle entreprise avec de belles ambitions et avec la volonté de créer ou de transformer plutôt les lieux qui nous sont confiés en lieux en mieux. En mieux. Mais la vision RSE, c'est une notion qui est assez récente. Vous arrivez à aligner cette vision RSE avec la problématique des quartiers ? Chez Nood, elle est au cœur de nos préoccupations. Lorsque nous avons créé l'entreprise, nous avons placé 3 choses au cœur de l'entreprise. People, planète, profit. C'est-à-dire mettre l'humain au cœur de tout ce que l'on fait, la planète, mais également le développement économique, parce que les 3 vont de pair et il n'y en a pas un plus important que l'autre. Et j'ai la chance de porter ces sujets au sein du comité exécutif international. Et donc, positionner ces sujets au niveau du COMEX a été un élément important pour que, finalement, ces sujets à la fois de justice sociale, de justice environnementale, soient représentés au plus haut niveau de l'entreprise. Et ce sont des sujets que l'on porte au quotidien, notamment par rapport aux banlieues, en menant des études, en faisant déjà des analyses. Et donc, on a identifié que 90% des sites que nous gérons en France sont à moins de 6 km d'un QPV et 30% d'entre eux sont au cœur des QPV. Ce qui nous a permis de nous rendre compte que nous sommes un acteur économique important de ces banlieues et que nous avons un rôle à jouer. Salwa Maslaga, vous n'avez pas tout à fait la même problématique, puisque Mont-Saufleur n'est pas directement dans les banlieues, mais vous étiez à ce forum. Pourquoi est-ce que vous êtes allé à ce forum économique des banlieues ? Alors, on y est aussi dans les QPV, c'est-à-dire qu'on a 50 magasins dans les quartiers prioritaires de la ville, et 70% de nos magasins sont à moins de 2 km des quartiers prioritaires de la ville. Alors pourquoi on était dans ce forum ? C'est initialement, en fait, on a pris contact l'année dernière avec Quartier d'Affaires en se disant, nous, on veut aller à la rencontre des candidats. Traditionnellement, on va dans les forums de franchise. Et j'ai demandé à mon équipe d'être un peu plus créatif et de se dire, plutôt que d'attendre que les candidats viennent à nous, on va décloisonner, en fait, l'approche et on va aller voir les associations comme Quartier d'Affaires qui vont à la rencontre de ces candidats, de ces potentiels candidats, pour leur expliquer les opportunités qu'on peut avoir avec Emova Group, et notamment, principalement, avec Mont-Saufleur. C'est une opportunité parce qu'aujourd'hui, on a 300 points de vente, en fait, on a 300 emplacements disponibles en France. Et dans ces 300 emplacements disponibles, on va reprendre le même ratio. Il y en a 70% qui sont proches de QPV. Il n'y a pas de raison que ça change. Et les magasins, aujourd'hui, chez nous, qui sont les plus dynamiques, ce sont les magasins qui sont, on va dire, les plus holistiques et qui ont une approche avec l'ensemble des CSP, l'ensemble des cultures, l'ensemble des cultes. Et c'est là où on voit les meilleures croissances de chiffre d'affaires qui sont aujourd'hui portées par des entrepreneurs issus de QPV ou non, parce qu'on a aussi des entrepreneurs qui ne sont pas issus de QPV et qui savent très bien, en fait, valoriser l'environnement, comprendre le client, adresser localement le besoin. Et ça, c'est la force de notre groupe. Donc, parfaitement, Lubna. C'est que nous, l'idée, c'est vraiment d'accompagner, en fait, nos entrepreneurs, nos franchisés, et surtout apporter une réponse à nos clients qui sont
aussi issus des QPV et derrière, à qui on apporte de l'emploi, des stages, des apprentissages. C'est toute la chaîne de valeur qui est importante dans ce qu'on aborde là ce soir. En préparant cette émission, j'ai trouvé un chiffre dans un sondage qui est assez récent, fait par IFOP pour la Fédération bancaire française. Près de 6 Français sur 10 seraient prêts à acheter du made in banlieue. On va mettre des gros guillemets, mais est-ce que ça raconte quelque chose sur la vision qu'on peut avoir de l'entrepreneuriat venu des quartiers ? Je vais vous redire ce que je viens d'exprimer, c'est-à-dire que moi, je ne crois pas qu'il y a un entrepreneuriat de ceci ou un entrepreneuriat de cela. On vient tous de quelque part. On n'est pas réduit à de là où on vient. On n'est pas réduit au genre auquel on appartient. On n'est pas réduit à la catégorie sociale, toutes ces éléments-là viennent structurer un individu. Mais sinon, il n'y a plus de liberté, il n'y a plus rien. Une fois que j'ai dit ça, je pense, et on le sent aussi dans le Made in France, on le sent, l'appropriation territoriale, l'importance de la proximité. On parlait de RSE, il y a des tas de raisons qui poussent à ça. La souveraineté, la nécessité de limiter l'impact écologique des achats qu'on fait. Enfin, cette prise en compte est un élément essentiel et il n'y a aucune raison effectivement que l'aspect made in banlieue, notamment pour des gens qui ont la préoccupation du développement économique de ces territoires, ne soit pas un élément valorisable qui présente au-delà de sa valeur économique une réelle valeur d'engagement. Mais ce que je trouve intéressant dans tout ce qui vient d'être dit, c'est que les entrepreneurs des banlieues, ils ont besoin que l'on valorise ce qu'ils font, exactement ce que fait Lumna avec ses mamas. Mais Lumna, avec ses mamas, Lumna, je ne pense pas qu'elle valorise tant le fait qu'elles viennent des banlieues que le fait que ce sont des chefs qui produisent de façon extrêmement talentueuse des ingrédients de qualité. Et Lumna, comme ce que vous faites sur la franchise, elles répondent à un enjeu auquel on cherche tous à répondre, qui est de rompre la solitude de l'entrepreneur, qui est encore plus forte. Vous me disiez, c'est quoi la spécificité de l'entrepreneur des banlieues ? Je pense que l'entrepreneur dans les quartiers, il a, une fois encore, un certain nombre de réalités socio-économiques et culturelles qui font qu'il est, en tant qu'entrepreneur, encore plus seul. Et il faut l'accompagner. Il faut l'accompagner avec des dispositifs comme ceux que vous portez ou en le mettant en lien avec des solutions, parce que c'est ça qui va lui permettre de se développer. Alors justement, quels sont les freins que vous avez rencontrés quand vous avez monté Meet My Mama ? Qu'est-ce que vous avez concrètement vu comme obstacle à la constitution de votre dispositif ? Les freins, il y en a plusieurs. Enfin, c'est le propre de l'entrepreneur de relever ses freins, mais je pense qu'ils sont... tout entrepreneur a des freins et ça fait partie du métier. Je pense qu'on a aussi été beaucoup poussés par des personnes qui justement étaient très engagées, qui avaient très envie de voir réussir les mamas. Et donc je me suis plutôt concentrée sur ça. Et en effet, tu disais... moi, je trouve ça un peu, juste pour revenir sur la question, un peu bizarre de se dire « j'achète pas de banlieue ». Pourquoi ? Je trouve ça un peu bizarre. Je pense que ce qui est le plus important, c'est de créer quelque chose qui a de la valeur. Si ça a de la valeur, si c'est bien fait, les gens achètent. Et ton business, il fonctionne. Et donc, nous, on s'est plutôt concentré sur avoir une entreprise avec des bons produits, faire les choses correctement. Et forcément, les freins se lèvent et forcément, on réussit. Quand on a commencé Meet My Mama, très rapidement, on a fait un super chiffre d'affaires et les investisseurs sont venus de eux-mêmes. Pas parce qu'on était de banlieue ou pas de banlieue, mais juste parce que tout simplement, votre modèle marchait. Intéressant, voilà. Donc je pense qu'il faut aussi remettre ça un peu au centre. C'est le plus important finalement quand on est entrepreneur. Alors Aziz Seni, le créateur de ce Davos des banlieues, dit qu'il y a un vivier à activer juste derrière le périph'. Vous êtes d'accord avec ça ?
Oui, moi je pense que le vivier, il est déjà actif. En fait, Ouais. et c'est pour ça que, avec beaucoup d'humilité, j'ai accompagné, je communique, parce que généralement, je ne le fais pas. Autour de moi, j'ai beaucoup de personnes de mon âge qui a 30 ans, parce qu'avant les émeutes de 2005, il y en a eu d'autres, hein, des émeutes. Hein. Donc, sont à mes côtés, ont étudié, ont de très bonnes situations, que ce soit des professeurs, des ingénieurs, des directeurs généraux. Et je pense qu'on a tendance à minimiser, en fait, ce qui a été fait sur cette 30 dernières années en France sur les banlieues. Alors oui, il y a un brassage, oui, il y a de l'immigration. Donc oui, on recommence. Mais on remet des graines pour refaire pousser de nouvelles success stories. Et après, nous, il faut qu'on soit peut-être un peu moins timide. Donc on est autour de la table, un peu là pour s'exprimer, c'est important. Et montrer qu'il ne faut pas regarder le verre à moitié vide, il est à moitié plein et on avance. Je ne suis pas d'accord avec monsieur Dominique de Villepin. Oui, les médias font un focus sur tout ce qui ne va pas. Faisons aussi un focus sur tout ce qui va bien. Et ça, c'est très, très important parce que c'est pas un message d'espoir, c'est très rationnel, très pragmatique, très concret. C'est des euros qui tombent et ces forces vives, on en a besoin. On parle de l'exercice budgétaire depuis plein de mois en France. Oui. Utilisons ces forces vives pour préparer les prochaines années en France. Elles existent en banlieue. Alors, je vous propose, puisque ça fait 2 fois qu'on le cite et j'aimerais bien qu'on l'entende, comme ça vous pourrez directement commenter ces dires. On va écouter Dominique de Villepin, ancien Premier ministre français. En 2005, le problème des banlieues a éclaté au grand jour pour beaucoup de nos compatriotes. La situation n'a pas changé. Il faut en avoir conscience pour une raison très simple. C'est que nous continuons à traiter les banlieues en tant que banlieues. Il faut sortir de cette logique d'exception pour accepter de rentrer dans le droit commun. Le droit commun, c'est de mettre autant de services publics dans les banlieues qu'il y en a sur l'ensemble du territoire, ce qui n'est pas le cas. Et qui plus est, rentrer dans une logique qui consiste à mettre plus d'efforts là où il y a plus de problèmes. Christian Lema, vous êtes d'accord avec ça? Parce que je comprends que vous ne soyez pas totalement d'accord avec Dominique de Villepin, mais il tempère quand même son propos. Les choses évoluent, mais on manque de services publics, dit-il. Je suis parfaitement d'accord. Pour ma part, en tout cas sur cette partie de la vidéo, j'ai pas regardé j'ai pas suivi le reste de l'intervention. Moi, je viens des quartiers personnellement, et donc je me rends vraiment compte encore du gap qu'il y a et des écarts qui existent encore, même s'il y a un grand travail qui a été fait, et notamment dans les horizons. Lorsqu'on est entrepreneur ou lorsqu'on est étudiant dans les quartiers, on n'a pas les mêmes horizons que les autres. À titre personnel, quand en 2005, j'étais tout jeune, j'avais même pas 10 ans, si on me demandait ce que j'allais faire dans la vie, j'aurais jamais dit que je serais dans le COMEX d'une multinationale dans l'immobilier. Voilà. Et donc, c'est ce sujet aussi de la perspective, du temps long, de la capacité à se projeter dans l'avenir, qui pose problème aujourd'hui. Et en fait, la question, c'est la justice sociale et aussi la justice territoriale, pour ne plus que ces zones soient des zones de périphérie, mais soient des zones comme toutes les autres, inclus dans le tissu économique, inclus dans l'ensemble des éléments que peuvent apporter la nation. Et nous, dans ce qu'on porte sur le volet immobilier, on accompagne des entrepreneurs au quotidien. Dans une galerie marchande, vous avez des entrepreneurs qui viennent s'installer. Il n'y a pas que des grandes enseignes, il y a aussi des indépendants. Et donc, c'est aussi un levier d'entrepreneuriat. Et en fait, moi, je rêve que ces entrepreneurs, parce qu'il y en a certains qui osent passer la porte pour venir nous rencontrer, mais certains ne s'imaginent pas qu'ils peuvent venir travailler avec un grand groupe comme nous. Et donc, nous, le fait de venir parler au Forum économique des banlieues, c'est de pouvoir casser les murs ou les barrières et casser un petit peu les croyances limitantes qui peuvent exister, que moi, j'ai pu avoir dans le passé, mais que d'autres ont encore, pour que justement, on puisse accélérer l'émergence de talents de nos quartiers, parce qu'il y en a énormément. Noumlak Sibi.
Oui, moi je voulais rebondir. On s'est posé la même question avec Dominique de Villepin. Dans nos mamas, dans la communauté, on a des mamas très différentes. On a des mamas qui étaient très éloignées de l'emploi et de l'entrepreneuriat avec énormément de freins, de difficultés. Et on a des femmes qui étaient plutôt en reconversion professionnelle, qui ont fait de très hautes études et qui avaient de super jobs. Certaines étaient diplomates, etc. Donc, au départ, on avait un programme qui était commun et toutes bénéficiaient de la même chose. Est-ce que ça a marché? Non. Et donc, c'est là où est toute la différence entre l'égalité et l'équité. Là, ce que propose Dominique de Villepin, c'est de l'égalité. Moi, je pense qu'il faut de l'équité. Si certaines personnes ont plus de freins et ont besoin de plus pour arriver au même niveau, finalement, c'est ce qu'il faut faire. Je prends un exemple. On a des mamas qui s'expriment très bien en français, des mamas qui ne parlent pas français. Celles qui ont des difficultés, on leur a fait des cours de français. Et pour arriver au même niveau d'équité. Donc pour moi, c'est important mais pas forcément que dans les banlieues. Moi, je viens de territoire. Il y a d'autres sujets à adresser, comme la mobilité, etc. Il faut pouvoir l'adresser. Donc je pense que si certains territoires ont besoin de plus, il faut donner plus pour garantir l'équité entre tous. Salwa Maslaga, je vois que vous avez un grand sourire. Oui. En fait, je suis 1000 fois d'accord. Parce que le sujet, c'est oui, il y a les banlieues, mais il y a aussi le rural. Moi, ce que je vois dans l'opportunité sur la périphérie, c'est que ça fait le pont entre le rural et la grande agglomération. Et donc, demain, on peut créer en fait de la cohésion nationale, on peut créer de l'emploi qui permettrait à celui qui est loin dans les territoires de se rapprocher d'un emploi et de ne pas vivre aussi sa précarité. Je ne supporte pas quand on oppose les Frances. Il y a la France. Et oui, il y a le sujet des banlieues. Je ne suis pas du tout une experte en service public, est-ce qu'il y en a ou est-ce qu'il n'y en a pas, donc je ne me permettrai pas de commenter ça. Et je ne vis plus dans Mantes-la-Jolie, je vais souvent à Mantes-la-Jolie, je n'y vis plus. Et moi, quand j'y ai vécu, il y a maintenant 30 ans, il y avait le service public, j'avais de quoi, j'ai pu aller à Paris, j'ai pu étudier, on m'a mis à disposition des conseillers d'orientation, mes parents avaient un logement social, donc j'avais la sécurité sociale. Bref, j'ai aussi grandi et je suis ce que je suis aujourd'hui parce qu'autour de moi, il y avait des dispositifs qui m'ont permis d'acquérir ces compétences. Et moi, je dis aussi aux jeunes, aux talents de banlieue, bougez-vous. Il y a des informations qui existent et osez. Alors, on est timide, on a la boule au ventre, c'est vrai. On n'a pas grandi en étant de grands orateurs. Eh bien, on ose et on a toujours une personne qui vient à nous pour nous écouter, nous tendre la main. Et autour de la table, on est, je pense, on fait partie de ceux qui vont tendre la main. Christian Lema. Oui, ce qui est important, et je relève ce que vous dites, c'est la dynamique des territoires. Et en fait, dans les territoires, la vraie question à se poser, c'est quelle est l'offre quelles sont les choses que l'on met en place ou à disposition des habitants. Et en fait, quels qu'ils soient, qu'on parle de territoires ruraux, qu'on parle de banlieues, c'est à quoi toutes ces personnes ont accès. Et en fait, finalement, on se rend compte que la justice territoriale, quelque part, c'est un vrai sujet d'équité. Et en fait, le vrai enjeu, c'est transformer finalement pas mal d'éléments urbains existants. Typiquement, moi je parle des centres commerciaux, mais il y a un certain nombre de choses sur lesquelles en fait on peut réinvestir, on peut venir mettre plus de moyens pour apporter beaucoup plus d'usages. Et en fait, nous, on parle de plus en plus de mixité d'usage ou mixité urbaine, en disant que la manière dont on a conçu la ville, en ayant la zone industrielle d'un côté, la zone commerciale de l'autre, les logements de l'autre, c'est plus le sujet, c'est has-been, c'est dépassé. Et aujourd'hui, l'intérêt, c'est comment, à 15 minutes de chez moi, on parle de plus en plus de la ville du quart d'heure, je peux trouver l'emploi à proximité, je peux trouver du loisir, je peux trouver de la culture, le beau, on en a besoin aussi dans nos territoires. Et donc, à un moment donné, toutes ces réflexions que sont portées autour de la ville du quart d'heure, comment on le réintègre dans notre manière de concevoir la ville et pour créer beaucoup plus, finalement, de justice et d'équilibre à l'intérieur de nos territoires. Alors, quand on travaille un petit peu sur le sujet, on se rend compte que ces quartiers dont on est en train de parler, les QPV, ils représentent 75 milliards d'euros de chiffre d'affaires global. Pourtant, ils attirent moins de 2% des investissements privés. Comment on explique ce déséquilibre ?
C'est pas juste ça. Moi, j'ai toujours les questions pour dire que ça va pas. Et pourtant, je suis tellement d'accord avec tout ce qui vient d'être dit par ailleurs. Je pense que des déséquilibres, on peut les regarder dans tous les sens, en réalité. Qu'est-ce qu'il y a derrière les chiffres? Quelles sont les réalités? Moi, je pense qu'il faut dépasser les chiffres et il faut effectivement Plus penser terrain. revenir à des choses très concrètes. Et dans les choses très concrètes, et je me permets de rebondir sur un certain nombre de choses qui ont été dites, il y a une force incroyable que vous avez dans ces territoires, c'est la jeunesse. Et, Ce sont les territoires les plus jeunes. Les territoires la Seine-Saint-Denis, c'est le territoire le plus jeune de France. Cette jeunesse, c'est celle qui, aujourd'hui, si on investit dans cette jeunesse, créera la valeur demain. Et Dieu sait, vous parliez du budget de l'État, que la création de valeur, c'est la principale difficulté à laquelle la République est confrontée. Et donc, cette jeunesse, il faut investir dans cette jeunesse pour lui permettre effectivement de libérer toute son énergie dans la création de valeur. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qui a été dite sur l'équité, je pense qu'on partage tous ici l'idée qu'il ne faut absolument pas enfermer les gens dans des dispositifs qui en feraient, ou on ferait une espèce de zoo spécifique, de cocon en dehors de tout, d'assistanat. Mais en revanche, il faut effectivement apporter des solutions pour répondre à un certain nombre de freins qui existent et qu'on ne peut pas nier. Quand on fait le programme Entrepreneuriat Quartier 2030, on fait quoi? On injecte là où on sent qu'il y a des faiblesses de l'énergie pour aller vers les habitants de ces territoires et notamment les jeunes pour leur dire oui, c'est possible. On injecte des moyens supplémentaires pour faire de l'accompagnement renforcé. On met des dispositifs de financement qui permettent d'accéder à des financements plus simplement là où on sait que l'accession au financement bancaire est parfois compliquée. Donc on vient renforcer la situation des individus qui ont envie de se lancer dans l'entrepreneuriat pour pouvoir leur permettre de réussir. Et le point important sur lequel je voudrais insister et que vous avez évoqué, vous avez dit il faut qu'on prenne la parole. Et il y a quelque chose, nous, auquel on croit énormément, c'est que pour convaincre quelqu'un de se lancer dans l'entrepreneuriat, il faut faire parler les entrepreneurs. Et les rôles modèles sont des éléments absolument essentiels pour montrer que oui, c'est possible. Parce que quand je te regarde, quand je regarde mon voisin, quand je vois que lui a réussi, quand je regarde une maman, eh ben je me dis, après tout, pourquoi pas moi? Et cette lutte contre l'assignation à résidence économique, je continue à l'assignation à résidence, elle est d'abord dans les têtes. Et donc, les rôles modèles, ce qu'on fait à Quartier Général, ce que d'une certaine manière est fait aujourd'hui avec le Forum des banlieues, c'est montrer concrètement que réussir, quand on est issu de ces territoires, s'engager dans une aventure entrepreneuriale ou dans autre chose, c'est possible. Alors, il y en a une qui a théorisé les difficultés des quartiers populaires. J'y pense parce que vous parliez d'égalité, d'équité. C'est Marine Tondelier. Elle a intervenu, elle aussi, à la tribune du Forum économique des banlieues. Et pour la secrétaire nationale des écologistes, le problème dans ces quartiers, c'est l'inégalité organisée. Alors, c'est quoi l'inégalité organisée? Écoutez. Pour la gauche et les écologistes, le problème est clair, c'est celui de l'inégalité organisée. Pourquoi je dis l'inégalité organisée? Parce que c'est elle qui pousse à faire toujours plus avec moins. On dit qu'il faut s'en sortir, entre guillemets, mais avec moins de transport, avec moins de services publics, écoles, santé, avec moins de partenaires économiques, avec moins d'investisseurs, et en plus de tout ça, en étant confronté aux barrières des discriminations. Alors, Salwa Maslaga, vous comprenez ce qu'elle veut dire quand elle parle d'inégalité organisée? Il n'y a pas que moi qui ai les questions pièges. Ouais, mais en fait, j'ai toujours du mal avec ces mots-là. En tout cas, moi qui ai grandi à Mantes-la-Jolie, je ne m'y retrouve pas. Oui, il y a des défauts, on le sait, de médecins, mais c'est pas que c'est pour ça que je dis, c'est pas qu'un sujet des banlieues, des déserts médicaux, on le sait, ça existe. Inégalité organisée, ça fait complotiste, hein, et je n'aime pas ce type de messages négatifs qui ne sont pas, au contraire, des messages qui permettent de mettre la graine qui va donner envie à des jeunes de se dire
on peut y arriver, il y a des leviers, on va trouver les leviers et ok, d'accord, c'est peut-être compliqué de trouver les leviers parce qu'on n'a pas les mêmes codes de communication, on ne sait pas comment aller chercher l'information, mais parler de c'est quoi les mots là, Inégalité organisée. Là, on rentre dans une sphère qui, pour moi, même est dangereuse pour des jeunes qui ne pourraient ne pas comprendre. En gros, c'est quoi que je fasse dans ma vie, je suis assigné à résidence, je suis assigné à l'échec. Non, il y a des entrepreneurs qui réussissent, il y en a aussi qui échouent, mais ça, effectivement, c'est valable pour tout le monde. Tout le monde en France. Christian Lema. Oui, peut-être au-delà des mots de Marine Tondelier, je pense qu'il y a deux réflexions à avoir dans la relation avec l'État, avec les partenariats publics-privés. La première chose, c'est, si je retourne dans l'angle immobilier par rapport à Noud, notre enjeu à nous, c'est de transformer l'existant ou de le redynamiser pour apporter plus de vitalité économique. Mais transformer un site, c'est dans du temps long. C'est parfois 10 ans, parfois plus. Et en fait, comment finalement l'État favorise les entrepreneurs ou les entreprises déjà implantées dans ces territoires et facilite en fait ces entreprises par rapport aux millefeuilles réglementaires, administratifs qui existent pour que les entrepreneurs ou les entreprises puissent réellement avoir plus de pouvoir d'investissement. Vous demandez plus d'agilité, en fait. Et plus d'agilité. Et le deuxième levier, parce que j'ai rejoint depuis peu le conseil d'administration du MEDEF de l'Est parisien, donc les entrepreneurs du 93, du 94, j'ai commencé à... MEDEF, pour ceux qui ne savent pas, c'est l'organisation, la principale organisation patronale en France. Et en fait, en rencontrant ces entrepreneurs, ce qu'ils demandent, c'est pas des subventions. Vous parliez d'assistanat tout à l'heure. C'est pas qu'on leur donne de l'argent, mais c'est qu'on facilite la capacité à entreprendre, qu'on sécurise finalement ces entrepreneurs par rapport aux risques qu'ils prennent en investissant. Et en fait, le jour où on sera vraiment sur une volonté de pousser l'entrepreneuriat, d'aider tous ces investisseurs, tous ces génies qu'on a dans tous nos territoires, parce qu'on en a partout, la France est belle, on a un pays plein de talents, et en fait on parle beaucoup de choses négatives, mais je pense qu'on doit être un peu plus optimiste sur la qualité des gens qui composent notre pays. Je vous laisse rebondir là-dessus, comme ça vous n'allez pas m'accuser de vous poser une question. Écoutez, moi je vais rebondir en vous disant deux choses. D'abord, quand on regarde, on fait depuis 2018 ce qu'on appelle l'indice entrepreneurial français. On interroge 5000 personnes et on leur demande de se positionner dans la chaîne entrepreneuriale. Est-ce qu'ils sont chefs d'entreprise, anciens chefs d'entreprise, porteurs de projets ou intentionnistes? Un intentionniste, aujourd'hui, il est journaliste, demain, il va se lancer dans l'entrepreneuriat. Quand on interroge 5000 Français, on a un Français sur 3 qui se dit dans la chaîne entrepreneuriale. Depuis 2018, c'est assez stable. On a une Française sur 4. Lumna, je compte sur toi pour faire évoluer les statistiques. On y travaille. En 2018, on avait un habitant des quartiers sur 7. Donc l'assignation morale, mentale de, en fait, l'entrepreneuriat, ça n'est pas pour moi. Je ne suis pas fils d'entrepreneur, je n'ai pas fait HEC, je n'ai pas de réseau, je n'ai pas de moyens financiers. L'entrepreneuriat, ce n'est pas pour moi. En 2023, 2025, vous devez attendre 10 jours pour avoir les résultats, mais en 2023, on avait un habitant des quartiers sur 4. C'est-à-dire que la petite graine, elle a été semée et effectivement, l'entrepreneuriat, pourquoi pas moi? Et je pense que personne ne dit ici, tout le monde doit devenir entrepreneur. Tout le monde dit, si vous avez envie de vous lancer, il ne doit pas y avoir de déterminisme social, territorial ou genré qui fait que vous dites non, c'est pas pour moi parce que. C'est pas pour moi parce que je suis une femme, parce que j'habite à Mantes-la-Jolie ou parce que j'ai pas fait HEC. Et d'ailleurs, on peut habiter à Mantes-la-Jolie, être une femme et faire HEC, by the way. Ça, c'est mon premier message d'optimisme. Et je suis complètement d'accord sur le fait qu'il faut, à un moment, porter des messages optimistes, sinon on enferme les gens dans le défaitisme. Et mon deuxième message, c'est pour lutter contre la morosité ambiante, venez à Quartier Général le 4 décembre à la communale. C'est la deuxième édition. L'année dernière, vous alliez à la communale début décembre, un ciel bas et lourd.
vous traversiez l'intégralité de la zone pour arriver à la communale et vous disiez la journée va être longue, vous rentrez là-dedans et vous êtes dans un espèce d'incroyable chaudron de dynamisme, de gens qui font réseau, qui rencontrent des gens qui vont pouvoir les aider, qui écoutent des témoignages d'entrepreneurs inspirants et qui repartent avec une niaque d'enfer. Et ces rôles modèles et cette visibilité des solutions, c'est le deuxième sujet qui est vraiment important, c'est comment est-ce qu'on fait pour faire connaître, faire savoir tout ce qui existe pour accompagner l'entrepreneuriat en France. Donc j'ai 2 messages. Venez à la communale le 5 décembre à Quartier Général. Et 2, si vous avez envie de vous lancer dans l'entrepreneuriat, créez un pass créa, monpasscrea.fr, et vous trouverez partout en France le réseau d'accompagnement qui correspond à votre besoin, mais y compris 3 rue des Moineaux à Grigny. Vous avez l'impression, Lumna, que vous avez réussi à semer une petite graine qui est en train de bien prendre, d'éclore, et que les autres regardent en se disant c'est peut-être bien pour moi, pour reprendre l'expression employée par Madame Adeline Pex. J'espère qu'on a semé des graines. Récemment, il y a une jeune fille qui m'a dit il y a un avant et un après Meet My Mama. Donc ça m'a fait beaucoup plaisir. Mais je pense que la partie semer des graines, elle est hyper importante. Et pour répondre aussi à la question sur l'investissement, pourquoi il n'y a pas plus d'investisseurs en banlieue, je pense qu'il y a 2 raisons. Et moi, je suis entrepreneur, donc j'aime bien aussi donner des solutions et trouver des solutions. Je pense qu'il y en a 2. La première, c'est qu'il faut déjà que les entrepreneurs de banlieue sachent qu'il existe des investisseurs, des investissements. Enfin, la dernière fois, je parlais avec des jeunes. Un jeune qui avait un projet, il ne savait même pas qu'il pouvait avoir du financement. Donc, je pense que ça, c'est hyper important déjà pour se projeter. Et pareil, sur le sujet du COMEX, tu disais que tu ne savais même pas. En effet, moi, je ne savais pas ce que c'était qu'un COMEX. Donc, en fait, si déjà on ne sait pas ce que c'est, si on ne sait pas ce qui... Ça fait partie des codes qu'il faut acquérir. Exactement. Donc, je pense que c'est hyper important de semer ces graines, de donner cette information pour donner cette équité des chances. Et la deuxième chose, pourquoi il n'y a pas plus aussi d'investisseurs en banlieue, je pense qu'il faut que dans les fonds d'investissement, il y ait plus de gens qui viennent des banlieues. Il faut plus de gens comme nous au pouvoir parce que il y a encore, même si c'est censé être du risque l'investissement, finalement, beaucoup de personnes ne prennent pas encore ce risque. Alors que, et c'est ce qu'on avait fait d'ailleurs avec Sista, mais sur le sujet des femmes, inciter les fonds d'investissement à ce qu'il y ait des femmes dans les fonds et investir dans les femmes et je trouve que c'est hyper important de le faire aussi. Enfin, s'il y a plus de personnes comme nous dans les fonds, forcément ça va découler, on va beaucoup plus financer ce type d'entreprise et ce profil d'entrepreneur. Salam Maslaga, tout à l'heure vous parliez de ne pas avoir les codes. Il y a un véritable problème de représentativité dans les grandes instances financières, dans les banques. Alors, dans les banques, moi je trouve non, plutôt, je trouve que moi, en tout cas moi, dans mon environnement, dans la banque, où on a beaucoup de matheux, etc., je trouve qu'il y a beaucoup de diversité, en tout cas dans ceux que je côtoie. Le fonds, avec le fonds Perceva, qui nous accompagne, voilà, c'est des sujets qu'on traite. Nous, on a une charte RSE qu'on a signée il y a 5 ans. Et moi, c'est ça le point, c'est je me dis, effectivement, investissement, charte RSE, ESG, bon, ok, il y a plein de trucs à faire juste à côté. On n'est pas obligé d'aller à 30 000 km. Donc, voilà, ça, c'est vrai que les fonds, sur la partie... En tout cas, moi, quand je parle avec les fonds, quand j'ai parlé en fait, de l'initiative avec Quartier d'affaires et du forum économique, j'ai eu un écho positif. Les fonds, savent-ils, connaissent-ils ces initiatives ? Je ne sais pas. En fait, c'est dans les 2 sens. Oui. C'est faire savoir. Et faire savoir au plus grand nombre. Donc, la raison d'être du forum économique des banlieues, donc c'est la 2e édition, et j'espère, je lui souhaite vraiment longue vie, c'est qu'elle continue et qu'elle persiste dans le temps avec des acteurs comme la BPI qui accompagnent pour expliquer ce potentiel, mettre en connexion des investisseurs et donc des entrepreneurs. Ça, c'est hyper important. Et ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Et on a souvent, alors je sais qu'on est dans l'ère de Instagram et de l'immédiateté, mais la vraie vie, c'est que tout ça, ça prend du temps. Donc acceptons ce temps
qui va permettre de faire éclore des projets qui seront durables et non pas du buzz éphémère qui in fine, ne créera pas de valeur. Alors, on arrive au terme de cette émission. Je vais vous demander à chacun, en 15 secondes. Je suis un jeune de banlieue, entre guillemets, voilà. Je veux monter ma boîte. Quel est votre conseil en 15 secondes? Lumna. Mon conseil, c'est déjà lance-toi tout simplement. N'attends pas le bon moment, n'attends pas d'avoir les compétences. Lance-toi. Il y a l'avantage quand on vient de loin, c'est que souvent on n'a rien à perdre. Et ça, c'est une énorme force. Moi, quand je me suis lancée, j'étais étudiante, j'avais absolument rien à perdre. Et donc, finalement, on a tout à gagner. Et il y a plus de risques à ne pas se lancer qu'à se lancer. Donc, à ce jeune, je lui dirais, lance-toi. Et peut-être que dans quelques mois, tu vas te retrouver sur un plateau comme celui-ci, tu vas te retrouver à lever des fonds, tu vas te retrouver à faire des millions. Et donc, vas-y. Marie-Adeline Pex. Moi, mon conseil, c'est l'entrepreneuriat, c'est porté par des gens qui sont tous uniques. Pour autant, c'est un sport d'équipe. Il ne faut pas être seul. Et donc, mon conseil, c'est faites-vous accompagner. Et c'est monpasscrea.fr pour trouver qui peut vous accompagner. 10 secondes. Oula, allez-y, 15 10 pour secondes. les autres. Oui, non, mais parce qu'on arrive vraiment au terme de l'émission. C'est vraiment de dire que c'est possible de réussir et qu'en fait, les entreprises sont là aussi pour vous accompagner. Merci beaucoup à tous les quatre. Merci Lumna Xibi, Saloua Maslaga, Marie-Adeline Pex, Christian Lema. Merci d'avoir été les invités de la semaine de l'économie sur France 24. Surtout restez avec nous. L'information continue sur votre chaîne.